Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler d'un vieux schnock qui l'ouvre trop. Enfin plutôt d'un gros poulet. Un coq en fait. Restez attentifs tandis que je vous parle de Charlie le coq. Alors ne perdons pas de temps et entrons vite dans le vif du sujet. Inutile de tourner autour du pot, vous pouvez aller droit au but. À vrai dire, avant cela, parlons un peu de son origine par ses paternels, le scénariste Warren Foster et le réalisateur Robert McKimson. Le concept du premier cartoon du coq fut présenté par Foster à un McKimson fraîchement promu réalisateur en fin 1944, suite au départ de Frank Tashlin du studio pour aller réaliser des films en prise de vue réelle, notamment des comédies de Jerry Lewis. Il faut savoir qu'il y avait une sorte de ronde des réalisateurs en général dans l'équipe en charge des cartoons. Chaque réalisateur avait son équipe de dessinateurs, et il arrivait que le départ d'un réalisateur conduisait un dessinateur à être promu au poste supérieur et d'hériter de l'équipe du réalisateur parti. Robert McKimson avait déjà été approché par Léon Schlesinger en 1937 pour obtenir un poste de réalisateur, mais avait décliné l'offre, et c'est finalement Chuck Jones qui obtint cette position. Et donc après plusieurs années à être un dessinateur, principalement pour Bob Clampett, il accepta le poste de réalisateur après le départ susmentionné de Frank Tashlin et hérita de son équipe. Ce peu de temps avant que Bob Clampett ne parte lui aussi du studio et qu'il y ait eu une sorte de valse des dessinateurs. McKimson se retrouvant finalement et jusqu'en 1953 à la tête d'une équipe constituée de plusieurs dessinateurs phares de Clampett comme Rod Scribner et Manny Gould, et le fraîchement promu réalisateur Arthur Davis héritant de plusieurs dessinateurs de l'équipe de Frank Tashlin, pour qui il était lui-même dessinateur au passage. Et j'ai dit beaucoup trop de fois dessinateur. Et j'ai digressé. Donc Charlie le coq, nommé Foghorn Leghorn en VO, est un de ces quelques personnages qui se sont basés sur une personnalité existante. Et comme souvent avec les cartoons de l'époque, une qui est sans doute très obscure pour le public d'aujourd'hui, surtout français. Charlie a eu deux inspirations pour son personnage, la première étant le shérif, un personnage de radio West Coast des années 1930. Ce personnage avait servi d'inspiration première pour les mimiques du coq dans la plupart de ses répliques. Par exemple, sa tendance à entrecouper ses phrases avec un I say ou ses Pay attention boy. Le tic de langage I say sera même un de ses attributs les plus reconnaissables, à tel point que c'est évoqué dans le Looney Tunes Show. So basically you say I say a lot. Got it. Say on the set. I say, my name is Foghorn Leghorn, and I tell boring stories. Dès son deuxième cartoon, en revanche, une nouvelle inspiration se manifeste, en la personne du personnage de sénateur Cleghorn, toujours pour une émission radio, The Fred Allen Show. Un personnage incarné par Kenny Delmar, qui est un politicien avec un fort accent tendance texane, et avec d'autres catchphrases inspirantes pour le personnage de Charlie. A southern girl married to a northerner. Why, George, their children will be half-breeds. What? Leghorn, we haven't got all day. That's a joke, son. Half-breeds. Southern girl married to a northerner. Let's bury the hatch. I say, let's bury the hatchet. But not in anyone's head, boy. Hatchet, head. That's a joke, boy. You missed it. Went right past you. C'est ce personnage qui a permis au coq de trouver son ton de voix définitif, car du temps où les dialogues de son premier cartoon étaient enregistrés, début 1945, Cleghorn n'avait pas encore fait ses débuts dans l'émission radio. Ainsi, le ton de voix de sa première apparition était plus bourru. D'ailleurs, c'est un ton de voix qui peut encore se manifester occasionnellement dans les cartoons suivants, notamment lorsque Charlie s'énerve ou fait un gros effort. The trick is to bow at the proper speed to create the necessary friction to ignite the tips, thus causing natural instantaneous combustion. Cleghorn avait aussi permis au coq de trouver son nom définitif en VO, Foghorn Leghorn, dont l'inspiration est assez évidente à remarquer la similitude entre les deux noms. Leghorn est une race de poulet et Foghorn, littéralement corne de brume en anglais, est représentatif de sa voix bruyante, imposante et autoritaire. D'autant que Charlie est un personnage très bavard, et dès qu'il est lancé en général, il sera difficile pour la personne qui l'oppose de pouvoir placer un mot. Bref, tout ça c'était pour l'inspiration. Maintenant, parlons du cartoon de sa première apparition lui-même, depuis le temps que je le mentionne sans même le nommer. Walkie Talkie Hawkie, sorti le 31 août 1946, et donc écrit et réalisé respectivement par Foster et McKimson, est un des cartoons des Looney Tunes qui furent nommés à l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation, celui-ci ayant perdu face au cartoon de Tom et Jerry, The Cat Concerto. Ce cartoon était surtout au départ un cartoon où le personnage principal est le petit faucon Henry, qui contrairement aux apparences est plus vieux que le coq. Henry fut créé par Chuck Jones en 1942 dans le cartoon The Squawking Hawk, où il était simplement nommé Junior, mais affichait déjà un goût prononcé pour le poulet. Walkie Talkie Hawkie est seulement la troisième apparition d'Henry, quoique sa deuxième apparition, Flop Goes the Weasel, toujours par Jones, ne semble pas tout à fait officielle puisqu'il y a un poulet et non un faucon.
Henry était encore censé être la véritable star dans ces cartoons, comme le prouvent les génériques des premiers cartoons du Coq, où c'est surtout le nom du faucon qui est principalement mis en avant. Mais le Coq a fini par lui voler la vedette, Henry n'ayant eu que 9 apparitions face à lui pour 13 apparitions dans les cartoons de l'âge d'or au total, tandis que Charlie est apparu dans 29 cartoons de son côté, caméo inclus dans les deux cas. En tout cas, en plus de censé être la vraie vedette de ces cartoons, Henry était la menace primaire planant sur le Coq, les faucons mangeant du poulet et Charlie étant donc un poulet. Les premiers cartoons de Charlie avaient en majorité la même base, Henry qui veut capturer un poulet et Charlie trouvant quelque chose pour qu'il ne se fasse pas prendre par le faucon. Dans le cas de Walkie Talkie Hawkie, il se fait passer pour un cheval lorsqu'Henry lui dit qu'il est à la recherche d'un poulet et fait passer le chien de la ferme, dont je parlerai un peu plus tard, pour un poulet. Dans les autres cartoons, ça varie, soit il se contente d'éloigner Henry de lui grâce à la différence de taille, même si Henry a prouvé plus d'une fois être plus costaud qu'il n'en a l'air, soit il se clame être un poulet trop faible et immangeable et détourne l'attention du faucon vers autre chose. La seule fois où ça suit le chemin inverse est le cartoon The Foghorn Leghorn, oui c'est sa première apparition sous ce nom officiel, où Henry pense que le chien est un poulet d'après les descriptions faites par son père, et pense que Charlie est juste un schnock, là encore en se basant sur ce que son père en a dit. Et donc le cartoon consistera à Charlie tentant de prouver à Henry qu'il est bel et bien un poulet, bien évidemment ignorant de la raison pour laquelle Henry veut capturer un poulet. Charlie se fait donc attraper par Henry dans la plupart de ses cartoons et le reste est laissé à l'imagination du spectateur. Mais donc, tel un phénix, Charlie renaît toujours, notamment parce qu'il fut donc plus populaire que Henry, et le fait qu'il se base sur un personnage pas mal connu de l'audience de l'époque doit aider. Bref, un autre personnage introduit par Walkie Talkie Hawkie est celui du chien de ferme, qui n'a pas vraiment de nom officiel semble-t-il, simplement appelé Barnyard Dog par le commun des mortels. Bref, ce chien est l'adversaire courant de Charlie. Les cartoons où les deux sont ensemble consistant généralement en ces deux personnages se cherchant perpétuellement des noises et tentant chacun parfois de mettre l'autre hors d'état de nuire, en manipulant Henry notamment. Bien qu'il y ait quelques cas où ils finissent par s'associer contre quelqu'un qui les a eux-mêmes manipulés, comme dans Fox Terror. Le chien a aussi eu quelques apparitions dans des cartoons n'incluant pas Charlie le Coq, généralement un chien de chasse pour Porky ou Elmer. En tout cas, lui et Charlie font partie des quelques toons dont l'intégralité de leur cartoon a été réalisée par la même personne, en l'occurrence évidemment Robert McKimson. Walkie Talkie Hawkie instaure très vite cette relation tumultueuse entre les deux personnages. Mais genre littéralement la toute première seconde où Charlie apparaît à l'écran, où on le voit victime d'une farce du chien, tout en indiquant que c'est tous les jours comme ça entre deux. Un des coups les plus courants du Coq est de donner des grands coups de planche dans le derrière du chien, avec cette animation réemployée dans plusieurs de leurs cartoons, dont j'avoue que je ne me lasserai jamais honnêtement. Walkie Talkie Hawkie est donc majoritairement centré sur Charlie aidant Henry à mettre en place des plans pour attraper le chien, qu'il fait passer pour le véritable poulet donc. Sa deuxième apparition dans Growing Pains voit Gros Minet se joindre à la fête, avec un concept similaire, cette fois c'est le chat qui veut faire passer pour un poulet. Ce cartoon est aussi une façon de mieux mettre en avant plus d'éléments caractéristiques du Coq dans ses cartoons de l'âge d'or, et qui seront peaufinés au fur et à mesure. Très bavard, au point de devoir parfois se faire fermer le caquet de force, souvent avec un plan pour en faire voir de toutes les couleurs à ses rivaux, à défaut d'être tout le temps rusé, et plutôt friand d'activités ludiques simples comme jouer à la balle, aux cartes, aller à la pêche, faire de la patinoire, etc. Un Coq aussi autoritaire que farceur en somme, qui n'hésitera pas à jouer un tour à certains personnages de son entourage dès qu'il le peut. Au fur et à mesure de ses apparitions, il a droit à des intrigues sortant du schéma habituel, qui est d'échapper au faucon et le conduire vers quelque chose d'autre. Il aura quelques nouveaux adversaires, notamment une belette affamée, hyperactive et stupide qui apparaîtra une poignée de fois, ou un duo de faucons pecno apparaissant dans un seul de ses cartoons, The Dixie Fryer. Apparaîtront aussi d'autres personnages un peu plus connus auprès des grands fans, comme la poule Miss Prissy, bien qu'elle soit apparue dans un cartoon de Porky à la base, également de McKimson. Miss Prissy qui est une poule a priori naïve et simple d'esprit, et s'exprimant principalement avec un long oui ou non. Oui, c'est un peu l'ancêtre du mec qui dit oui dans les Simpsons. Dans les cartoons de Charlie, en général, il y a deux schémas avec elle. Soit elle est à la recherche d'un mari et voit en Charlie la personne idéale pour l'être, soit c'est Charlie qui tente de l'approcher dans l'optique d'avoir un foyer plus confortable que le sien. Deux cartoons lui donneront une personnalité plus étendue, Little Boy Boo et Feather Dusted, avec notamment un vocabulaire plus riche. Et aussi, et surtout, en la montrant comme une veuve avec un fils, Egghead Jr., avec qui Charlie doit se familiariser pour gagner la confiance de Prissy. Ce petit bonhomme est un poussin muet et très intelligent, dont les calculs sont toujours impossibles à contredire, même pour des choses comme lancer une balle de baseball ou jouer à cache-cache, et dont les expériences couplées à l'incompréhension de Charlie pour ce qu'il fait, mènent en général ce dernier à en prendre plein la figure. 3 cartoons seulement pour ce petit bonhomme durant l'âge d'or, mais suffisamment de culte pour réapparaître quelques fois à l'avenir, en caméo ou en jeu.
Concernant Charlie en lui-même, donc, c'est un personnage à la prise d'opposition assez ambigu. Il peut avoir de bonnes intentions, tout comme il peut avoir une envie de satisfaire ses propres besoins, et semer le trouble chez les autres pour le besoin de jouer un tour. Mais il est très dévoué à protéger la basse-cour dès qu'il le peut, quand bien même des fois il se sert de sa popularité pour avoir les occupantes à son service, et peut être jaloux quand quelqu'un d'autre menace de prendre sa place et sa popularité. Après l'âge d'or, Charlie a pu apparaître comme beaucoup d'autres toons dans quelques dérivés télévisuels, ainsi que les 2 films Space Jam et les Looney Tunes passent à l'action. Il est même dans ce dernier croupier dans un casino, si ça c'est pas la classe. Il est aussi apparu dans quelques épisodes des Teeny Toons et une poignée de fois dans des séries comme Baby Looney Tunes et Titi et Gros Minet mènent l'enquête. Il a même eu 2 autres cartoons en 1997 et 2004, respectivement Pelote Surprise produit par Chuck Jones et Cock-a-Doodle Duel accompagnant les Looney Tunes passent à l'action avec quelques autres. Ah, et il y a eu aussi la série Lunatics Unleashed dans laquelle il incarnait une version humaine de lui-même. Et c'est tout ce que je pourrais en dire, pas vu cette série depuis l'enfance et pas spécialement envie d'y retourner. Mais comme beaucoup, il aura surtout attendu les revivals les plus connus pour pleinement revenir sur le devant de la scène, avec le Looney Tunes Show notamment, où l'on y voit une version propre à cette série. Au passage, oui, j'ai rattrapé cette série depuis, et oui, je compte en parler à l'avenir. Toujours est-il que dans cette série, Charlie est devenu un milliardaire à la tête de sa propre entreprise, et venant avec des projets ambitieux. Il est devenu plus amical, il est cultivé, mais aussi quelque peu cinglé, prenant plus d'une fois des décisions loufoques ou irresponsables. Notamment lorsqu'il agit comme une sorte de mentor pour Daffy, le prenant sous son aile et devenant basiquement une des seules personnes éprouvant du respect et de la sympathie pour lui. Et ce, en faisant des choses comme lui confier le rôle principal de sa biographie au cinéma pour son franc-parler, biographie qui sera bien entendu un gros échec, et le faire PDG de son entreprise, qui conduira inévitablement à sa perte. Mais malgré cela, Charlie voit toujours les choses de façon positive et continue d'avoir une solide amitié envers Daffy, quand bien même ce dernier ne se souvient jamais de son nom. Il y a même l'épisode figure paternelle dans lequel il devient une figure paternelle pour Daffy, c'est pour vous dire l'amitié qu'il lui porte. Ce qui, semble-t-il, change avec New Looney Tunes, où pour le peu que j'en ai vu, quand les 2 personnages sont réunis ensemble, c'est en tant qu'adversaires. Faut croire que c'était juste une question de temps. Même si ce n'est pas la première fois qu'ils sont ennemis, puisqu'il y a eu le cartoon The High and the Flighty, dans lequel Daffy manipulait Charlie et le chien de la ferme pour qu'ils achètent ces articles de farce et attrape, et s'en servent l'un contre l'autre, jusqu'à découvrir qu'ils se sont fait rouler. Mais bon bref, avant de terminer cette vidéo, peut-être un petit mot sur la VF aussi, puisque Charlie a eu droit à plusieurs comédiens de talent pour assurer sa voix. Lors du premier doublage, Charlie a eu une alternance entre Claude Joseph et Roger Carrel pour l'incarner. Je suis beaucoup trop dur à cuire, je n'ai plus que la peau sur les os. Tiens, toucher, tu verras. Ah ça, quand j'étais jeune, j'étais tendre. Tiens, tape mes muscles, fais ce que je te dis, mon garçon. Maintenant, je suis immangeable. On pose la boule ici, tu vois. Quant au but du jeu, il s'agit de frapper la boule de manière à ce qu'elle passe successivement sous chaque arceau. Le premier qui a effectué tout le parcours a gagné. Petit, fais attention, je t'explique comment on joue. L'on notera que son tic de langage primaire ne sera pratiquement jamais mis en avant dans ce doublage. En revanche, c'est bien présent lors du second doublage avec la voix assurée par Benoît Allemann. Ça alternera selon la période d'enregistrement entre Comment dire et Moi je dis, qui semble être la version définitive. Qui est le Qui est responsable de cette attaque sournoise sur ma personne? Moi je dis jamais je ne permettrai à qui que ce soit de se moquer de mon fiston. Surtout pas à cet imbécile de chien. Mais bon, c'est évidemment difficile de reprendre le flambeau du délicieux accent tendance texane que lui donne Mel Blanc et sa magnifique maîtrise du côté ultra bavard et autoritaire du coq. What's going on here? Well, I don't stand there with your beak open. Say something. Explain yourself. Your tongue's flapping, but no noise is coming out of your big mouth. Bref, un toon emblématique de la franchise qui fonctionne dans l'ambiguïté de son personnage et le côté farceur et Anne Batté attachant. Et bien sûr, un tel moulin à paroles qu'il a un bon nombre de réparties verbales fun. Ou agaçantes, dépendant du point de vue, mais le mien est tout choisi. Et puis, après tout, qu'il soit un bon gros poulet attachant ou un vieux schnock bavard et agaçant, souvenons-nous d'une chose. Chicken or schnook, in our oven he'll look good. Et ainsi se termine ce nouveau portrait accroché dans notre galerie de toons. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve, on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao! I say, every day I go out walking, all them ladies start to squawking, cause they know that I'm the coolest bird around. Now son, I've been to Paris on a boat with 50 sails, got thrown into the water and I wrestled me a whale. Cause I'm a bird of action, I don't just talk the talk. One thing about old Foghorn, son, I'm the cock of the walk.